je vais vous dire déjà que ça va être difficile. Avec autant d'expertise, avec ces profils assez diversifiés, mais en même temps très intéressants, ça va être difficile d'animer ce panel. Bon, on aura l'occasion de partager cette volonté de créer l'écosystème, cette volonté de co-créer ensemble une agriculture de demain. Alors, je vous propose de commencer par une première étape dans ce panel pour parler un peu de ce qui existe. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au Maroc? Qu'est-ce qu'on a comme projet? Alors au Maroc, mais également en Afrique, puisqu'on a si Gemeli, mais on a également Véronique Henry qui travaille dans l'Afrique. Et justement, comment on peut valoriser ce qui existe déjà. Alors je vais commencer par Madame Mansouri, pour faire la transition, parce que depuis tout à l'heure, on a vu des partenariats, on a vu des conventions de partenariat signées par quelque chose qui, bon, en tout cas, chez beaucoup de gens, ça paraît nouveau, le pôle digital. Alors, j'aimerais bien savoir, justement, c'est quoi le pôle digital? Comment ce pôle digital va et devra justement fédérer cet écosystème? Et quelles sont justement ses missions? Qu'est-ce qu'il peut apporter à cet écosystème? À vous la parole. Merci, Maxine. Et hyper contente d'être aujourd'hui là pour parler du pôle digital. Cette structure récemment créée au sein du département de l'agriculture, après 1 an et demi de travail, il a pu voir le jour, et qui vient en fait renforcer l'arsenal digital du département de l'agriculture, et qui est preuve en même temps de l'engagement du département en faire de l'agriculture 4.0 un des leviers de l'agriculture de futur, l'agriculture de demain. Comme c'est dit depuis le matin, le rôle de l'écosystème n'est pas à démontrer. Lorsqu'on travaille en écosystème, on évite dès le départ pas mal de problèmes, on augmente l'impact. Du coup, le département de l'agriculture est très conscient qu'il faut dynamiser l'écosystème, et d'où la création du pôle, dont le rôle, c'est rendre cet écosystème qui est déjà en marche depuis le plan Maroc Vert, le rendre plus cohésif, structuré, inclusif, innovant et basé sur la connaissance et la technologie. Le pôle digital est né sous forme d'un écosystème lui-même. Nous sommes un GIP, nous sommes un groupement d'intérêt public avec 11 établissements fondateurs qui couvrent la recherche-formation, les aspects métiers, le conseil agricole, la sécurité alimentaire, l'ANZOA avec nous pour marquer les disparités territoriales. On a aussi le banking avec le crédit agricole, l'assurance avec la MAMDA et l'assiette foncière du rural, la NCFCC. Le pôle est né en écosystème, donc notre travail se dicte de lui-même. D'abord en travaillant sur la cohésion interne, l'échange interne, le renforcement interne de ce noyau d'écosystème. Après, c'est la tâche d'huile, on va s'élargir pour aller se connecter avec les autres nœuds déjà existants de l'écosystème. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, c'est juste pour dire un mot sur les autres nœuds, bien sûr, qui vont nous permettre d'implémenter au Maroc un environnement 4.0. Je pense particulièrement aux intégrateurs IT, aux opérateurs télécoms, aux impulseurs et accélérateurs de la technologie, les Startup Nation. Aussi, l'interprofession, l'écosystème est centré sur les agriculteurs et l'interprofession, la collaboration internationale, les bailleurs de fonds. Donc, notre rôle, c'est de renforcer ces champions déjà existants et de raccourcir les connexions par la création d'autres nœuds dans l'écosystème. Merci beaucoup, Madame Mansouri. C'est une excellente entrée en matière. En fait, on est en train de parler d'écosystème, mais en même temps, on est en train de voir qu'il y a quelque chose qui va permettre justement de faire éclore cet écosystème. Alors déjà, je me tourne vers la salle pour dire que si vous voulez poser des questions, il y a un code QR qui apparaît sur l'écran, donc vous pouvez poser des questions. Et je vais passer sans transition à la chaîne de valeur agricole qui est constituée de l'amont et de l'aval, et justement pour parler de comment on peut construire cette logique d'écosystème, quels sont les projets que vous menez. Alors je vais me tourner peut-être vers Si Gemeli. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'Africain et pour l'Afrique. Alors il y a un dicton africain qui dit tout seul on va vite, ensemble on va loin. Et donc je crois qu'il y a pas mal de projets justement chez OCP Africa, très intéressants,
notamment des projets qui sont nés dans des pays d'Afrique subsaharienne et qui commencent à se généraliser en termes justement de digitalisation. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, si j'aimerais, dans ce sens? Je préfère donner 2 chiffres pour illustrer un peu mes propos. OCP Africa, pour ceux qui ne connaissent pas, a ce mandat de produire des engrais adaptés au sol et aux cultures, de les marketer et de les distribuer dans les pays où nous opérons. OCP Africa est présente aujourd'hui dans 16 pays africains. Entre l'Ouest, on est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Burkina, Mali, on est au Nigeria, au Ghana, aussi on est au Cameroun. À l'Est, on est en Éthiopie, au Rwanda, au Kenya, en Zambie, bientôt au Soudan, en Angola, etc. Alors, 2 chiffres pour illustrer ce que je viens de dire et ce que je vais dire par après. OCP a pu distribuer 2,5 millions de tonnes en 2022. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, un fermier africain servi par OCP consomme 50 à 100 kg à l'hectare. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, on a pu servir 25 à 50 millions de fermiers. Aussi, le mandat d'OCP Africa, c'est aussi créer la demande et contribuer à créer la demande. Et à partir de là, nous adoptons et nous sommes porteurs d'une panoplie d'actions de développement que nous offrons aux fermiers africains pour les booster à une consommation d'agri-input intelligente. Jusqu'à date, on a pu approcher 10 millions de fermiers. Juste pour donner un ordre de grandeur, l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Selon les données de la Banque mondiale, on parle de 60% de population en âge d'emploi et 56% qui travaillent dans l'agriculture, ce qui reste 482 millions de fermiers. Alors par rapport aux 25-50 millions qu'on a pu servir, aux 10 millions qu'on a pu supporter, vous imaginez le gap. Et le gap, c'est là où j'arrive au message. Le digital n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Si vous permettez, je donnerai un exemple concret par rapport à des actions que nous portons en Afrique. Nous avons développé une plateforme qu'on appelle Udongo. C'est une plateforme qui offre aux fermiers africains que nous supportons un accès ou un service 360 par rapport à tout son travail qu'il met sur le terrain. L'enjeu étant d'offrir aux fermiers africains un accès à travers la plateforme Udongo à des inputs, à avoir une idée par rapport à tous les détaillants dans les marchés de proximité qui vont supporter le fermier en intrants nécessaires. Je parle bien entendu des engrais, mais aussi les semences certifiées, aussi les produits phyto. L'enjeu étant aussi d'utiliser la plateforme pour apporter des pratiques et partager des conseils avec les fermiers africains que nous servons. L'enjeu étant aussi, via la plateforme Udongo que nous avons développée, d'abord au Nigeria, mais ensuite dupliquée au Kenya, en Éthiopie, et pour le moment à élargir sur pas mal de pays africains, c'est d'offrir à travers la plateforme un accès au financement. Le fermier africain a besoin qu'on finance ses achats d'engrais, a besoin aussi qu'on assure sa récolte et qu'on assure aussi ses achats. Et in fine, à travers la plateforme, l'enjeu étant aussi de faciliter surtout pour le fermier l'accès aux off-takers, l'accès au marché. C'est un monde très, 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 très essentiel. Et je terminerai par un cas concret. Récemment, on a pu accompagner des fermiers dans sur la Grande Muraille Verte, qui est tout un projet sur les pays du Sahel. C'est les pays qui vont du Sénégal, passant par le Burkina, Mali, Niger, Tchad, passant par le Soudan, l'Éthiopie, Érythrée, jusqu'à Djibouti. Et on a réalisé dans ces pays de la Grande Muraille Verte qu'il y a des cultures qui malheureusement ne sont pas dans les radars des off-takers, qui sont le baobab, le moringa, et c'est des cultures qui ont un impact nutritionnel, thérapeutique, médicinal juste incroyable. L'enjeu à travers une digitalisation et à travers cette plateforme, de pouvoir agréger ces acteurs et qu'ils soient dans les radars d'un off-taker comme Nestlé ou d'autres. Excellent. Merci beaucoup, Sidi Jamali, parce que en fait, l'intéressant dans cette expérience, et j'ai eu l'occasion en fait de faire de la revue de Udongo dans le cadre d'une mission, c'est que même si l'OCP Africa se positionne en tant qu'agrofournisseur, mais elle est également là pour donner des services aux agriculteurs et aux producteurs dans l'aval. Et dans la commercialisation, ce qui est intéressant, d'ailleurs le rôle de l'OCP de manière globale n'est pas à démontrer par rapport à ça. Alors toujours, puisqu'on parle d'engrais, nécessairement on va parler de semences.
Et donc je me tourne vers Blali, qui est en fait président du directoire de la Sonacos, mais qui était également directeur général de l'ONICEL, justement pour qu'il nous parle un peu de son expérience dans la digitalisation et comment cette digitalisation peut apporter de la valeur à un acteur aussi central dans le monde des céréales, comme la Sonacos, et de manière globale dans la filière céréalière. Ok, je vous remercie. Je voudrais d'abord signaler deux choses. Je ne suis pas le directeur de l'ONICEL, il est là quelque part. Oui, J'étais peut-être l'ONICEL avant, mais ce n'est pas Tout la à même chose. Wahda, ça suffit largement. Alors, je vous avertis tout de suite, moi je ne suis pas, je crois que je suis le moins expert en technologie. Ce que je voudrais aborder, c'est vraiment le côté pratique. Parce qu'à un moment donné, quand on veut digitaliser on a en face de nous certaines contraintes, l'homme en particulier, avec ses habitudes et tout ça. Et ça, il ne faut pas sous-estimer. Je vais vous donner l'importance de la digitalisation pour des établissements comme l'ONICEL, la Sonacos. Quand vous avez des opérations de grande envergure, je peux تفرق الشعير ولا تفرق l'aliment composé ولا تبع الزرع تبع البيلون شحال عندك ديال الزرع في البلاد. Vous imaginez si vous recevez les informations par papier, par fax à l'ancienne, avec les cachets, tout ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez suivre l'approvisionnement du pays? Moi, je sais qu'aujourd'hui, l'ONICEL كتبع l'approvisionnement, les bilans quotidiens ديال المطاحين à travers le digital, etc. Et là, vous avez le pouls du marché. L'opération, on l'avait entamée avec l'aide de Wizara al-Filaha, ça fait des années. Il y avait des problèmes flous, etc. Mais en tant que gérant des boîtes, mon plus grand challenge, c'était vraiment de faire avaler la pilule, le NES. Comment est-ce que vous allez prendre un gars, excusez le terme, etc., habitué à certaines pratiques, vous allez lui dire, le bilan, le téléphone, et ça, là, il faut vraiment bien travailler sur le côté conduite du changement. Il faut que les gens soient à l'aise. Parce qu'on a l'obligation, d'introduire la technologie, mais il faut qu'elle soit sustainable. Il faut qu'elle continue dans le temps. La garantie que vous avez, c'est la confiance les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas un choix d'aller vers la technologie ou de ne pas aller, ça, la question est dépassée. C'est combien on peut profiter de le tremplin la nouvelle technologie. Monsieur Dini a tout à l'heure mentionné le paiement des agriculteurs. Peut-être la plupart de nous, les villes, etc. On ne se rend même pas compte que pour certaines personnes au Maroc, le village pour venir chez moi à la Sonacos avec le cash, etc. Tout ça, vraiment, de côté pratique, il faut du temps et il faut avoir les bases aussi. Il faut avoir de bonnes bases de données utilisables, fiables, pour que le système tourne. Le système, de toute façon, va tourner. Je sais que la plupart de nous, aujourd'hui, payent le téléphone, etc. Ça va venir même chez les agriculteurs. Et c'est là, on doit faire profiter l'agriculteur de deux choses principales. Principalement, la diminution du coût d'Yelhoua. Ça, c'est très important. La maîtrise des risques. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs, et ce sont des choses qu'on peut faire profiter d'une manière directe, en fait, les informations là sur les prix du marché, là sur les prix des produits, là sur le coût. Et on aide les gens à mieux maîtriser leurs risques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seb Dali. Effectivement, tout ce que vous avez dit part d'une vraie expérience terrain, et je crois que ça me permet en fait, ça me tend la perche. Peut-être que je vais revenir juste après, mais ça me permet de questionner Madame Véronique Henry, parce que justement, en discutant avec elle, en préparant le panel, elle a parlé de cette différence entre la logique de tech push, en fait, on va pusher la technologie pour la technologie, et la logique, on va vraiment apporter de la valeur. Et justement, c'est ce qu'a évoqué un peu Seb Dali dans son discours. Justement,
quels sont aujourd'hui les projets sur lesquels vous travaillez en tant qu'Orange, et quelle est l'approche justement que vous adoptez justement pour pouvoir apporter de la vraie valeur, notamment dans le secteur agricole, où on a justement un utilisateur qui est assez particulier, qui a un contexte, qui a des contraintes et qui n'est pas nécessairement commune à ce que nous vivons en ville et dans le monde urbain. Merci pour cette question et pour cette invitation d'Orange à cet événement. C'est effectivement un challenge très important de bien connaître nos utilisateurs cibles, entre guillemets, dans ce domaine de l'agriculture. On vient d'une entreprise assez technologique et il est important pour nous de bien connaître les personnes auxquelles on veut essayer de fournir des services. Alors on est souvent surpris de voir que Orange travaille sur ces sujets d'agriculture digitale, notamment sur le continent africain, mais nous avons donc des initiatives depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans différents pays qui nous permettent de proposer des services alors assez, on va dire, basiques, de conseils, d'information, mais aussi d'accès au marché, hein, ce qu'on appelle les marketplaces. De plus en plus des services d'aide à la décision. Évidemment, il y a toute la partie mobile money qui est plus ou moins développée suivant les pays de la zone, parce que Orange est présent dans plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Mais nous avons aussi un certain nombre de projets de recherche qui mettent en œuvre un certain nombre de technologies dont il a été question dans le premier panel. Donc on retrouve évidemment tout ce qui est IoT, utilisation des objets connectés, l'intelligence artificielle couplée avec le big data. Et là, Orange a un atout important parce qu'on a des bases de données clients extrêmement développées et importantes dans de nombreux pays, ce qui peut nous permettre de toucher un certain nombre de personnes. Alors il faut arriver à les taguer en tant qu'agriculteur, producteur ou une profession qui est connexe à ces métiers d'agriculture. On va utiliser aussi les technologies satellitaires, que ce soit évidemment sur des réflexions pour la connectivité des zones rurales, mais aussi bien sûr sur le traitement des images satellites pour fournir des outils adéquats. Très bien, merci beaucoup. Alors, je me tourne à Firdaus, qui n'est plus à présenter, donc vice-président de ABBA Technologies, qui également n'est plus à présenter. Ce n'est pas une start-up, mais aujourd'hui, c'est un fournisseur de technologie qui a montré la valeur à plusieurs reprises et dans plusieurs secteurs. Et en fait, justement, cette question d'écosystème, aujourd'hui, en termes de projets, sur les projets dans lesquels ABBA intervient, et notamment dans le secteur agricole, comment justement on peut créer ces liens entre le public, le privé, entre les grands fournisseurs de technologies, les opérateurs télécoms, les institutionnels, et comment aujourd'hui, sur le terrain, vous travaillez justement pour pouvoir apporter cette valeur à cet utilisateur final qui est l'agriculteur, le producteur, qui est également l'agro-industriel dans la chaîne de valeur agricole. Merci pour cette introduction. Je pense qu'il y a un mot-clé qui a été prononcé par un des panélistes, c'est l'importance des aléas et de la gestion du risque dans l'agriculture. Et vous posez la question sur comment est-ce qu'on peut apporter des réponses là-dessus. ABBA Technologies, c'est un groupe qui est basé d'abord qui croit en la frugalité. C'est-à-dire qu'on utilise juste la bonne quantité de technologie qui va être utilisée et non pas des prescriptions techniques qui sont... l'innovation frugale. Donc l'innovation frugale, le premier point. Le deuxième point, c'est une façon de travailler qui est dans la pluridisciplinarité. Je m'explique, à la base, ABBA Technologies, c'est un acteur qui était dans l'ingénierie électronique, mais on s'est intégré tout le long de la chaîne de valeur de l'IoT, donc de l'Internet des objets, de façon à aller chercher la valeur là où elle est, c'est-à-dire proche du client final, c'est-à-dire dans le service. Et donc c'est ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir sur la création du pôle agricole digital. Excellent. C'est l'objectif d'ailleurs. Je ne peux pas exagérer l'importance de l'expérience qui est en train d'être conduite. Pourquoi? Parce que c'est un groupe d'intérêt public. Et donc c'est la première fois qu'au Maroc qu'on a un groupe d'intérêt public qui est basé sur les aspects digitaux. Et donc ça va permettre non seulement d'aller sur les problématiques de financement de la recherche et du développement
de la démocratisation de toutes les innovations qui peuvent, techniques ou pas, qui peuvent avoir lieu dans le domaine de l'agriculture, mais surtout d'aller vers le service, c'est-à-dire de créer des services digitaux, des services agricoles digitaux. Donc pour vous dire, nous, ce qu'on fait chez ABBA, c'est par exemple, on applique cette chaîne de valeur de l'IoT à différents domaines, que ce soit l'industrie 4.0, les territoires intelligents, et on va y revenir ensuite, et notamment la santé connectée. Vous avez peut-être vu au rez-de-chaussée la cabine de télémédecine qui est là-bas, et Sirho en a parlé ce matin. Vous ne pouvez pas avoir une politique agricole aujourd'hui qui soit intelligente si vous ne mettez pas l'agriculteur au centre de cette politique. Donc l'idée de créer 400 000 ménages, une classe moyenne dans le milieu rural, ça passe aussi par le développement rural et donc le fait d'amener cette télémédecine auprès des ruraux. Mais il y a également avoir une approche qui est holistique des problèmes. Vous avez parlé du problème de la pluie. On est tous concernés. On a perdu quasiment 35% de pluviométrie depuis l'indépendance. Dans les 30 années qui viennent, si on ne fait rien, on va encore perdre 15% de notre potentiel pluviométrique. Et donc, il y a cette sensibilité aux aléas climatiques, à la transition écologique. Pourquoi j'en parle? Parce que vous avez une nouvelle approche qui s'appelle One Health, qui est l'idée d'avoir une approche holistique, de dire que la santé humaine, l'environnement et la santé animale et végétale sont trois enjeux qui sont complètement liés. Et donc l'idée, c'est que si vous commencez à créer des services qui sont dans le domaine agricole ou dans le domaine du développement rural, vous allez pouvoir répondre à ces problèmes tout en maintenant l'accessibilité. Alors vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, de la réalité du terrain. Le terrain, il est fait d'utilisateurs qui ont la sociologie qu'on connaît. Vous avez un terrain, vous avez des déserts médicaux, vous avez des déserts d'Internet, des zones blanches, vous n'avez pas accès à la connectivité. Et puis surtout, vous devez adapter un certain nombre de dispositifs connectés à un usage qui va être fait, j'allais dire à la marocaine ou à l'africaine, c'est-à-dire que ce ne sera pas le même usage qui sera fait en Pologne ou en Ukraine. Et donc, de ce point de vue-là, le rôle du pôle va être très important de faciliter, de démocratiser cette innovation de façon décentralisée. Je crois que c'est très intéressant, en fait, le discours que vous avez partagé avec nous, Seif El-Daous, parce qu'effectivement, quand on parle de développement agricole, il faut parler du rural. Et quand on va parler du rural, c'est également de la santé, c'est également des routes, c'est également un développement territorial qui est intégré. Et c'est surtout l'agriculteur et la personne, l'humain qui est au centre de toutes les politiques, et c'est lui qui va bénéficier au final de tout cela. Et en le développant, d'ailleurs aujourd'hui, quand on a un chantier de la protection sociale, c'est un chantier qui va bénéficier à l'investissement, qui va bénéficier à l'entrepreneuriat, qui va bénéficier au développement rural. C'est vraiment quelque chose de très intégré. Et en même temps, en fait, ça me permet également de revenir sur quelque chose de fondamental pour le développement des écosystèmes, c'est qu'il faut créer les infrastructures. Et je ne parle pas uniquement des infrastructures technologiques, mais tous les types d'infrastructures qui permettent de rendre plus rapide le flux de matière, le flux financier et le flux d'informations. Et donc, on passe par l'inclusion financière, l'inclusion technologique et les différents types d'inclusion. Et je crois que je vais revenir par la suite à Mme Véronique pour en parler justement par rapport à des populations. Mais je vais me tourner à Samir Bennani. Alors, Samir Bennani, c'est un consultant dans le monde de la blockchain. Mais derrière lui, il y a une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité et de l'IT, principalement l'international. Et ça, bon, c'est dommage, parce que des fois, on a des compétences extraordinaires pour lesquelles on ne profite pas suffisamment. Mais justement, c'est l'occasion d'en profiter, donc on l'a avec nous. Et en fait, ma question, c'est un peu sur justement cette technologie qu'on entend, blockchain, drone, images satellitaires, ainsi de suite, et sur concrètement comment ça peut bénéficier justement à la chaîne de valeur agricole et à la création d'écosystèmes. À vous la parole. Merci Sirdissi. Je tiens à remercier les organisateurs de Agro IT, à leur tête c'est Majid El-Helou, pour leur invitation. Moi, c'est toujours un grand plaisir de parler de la blockchain, que ce soit dans des événements comme celui-ci ou dans les universités ou les écoles d'ingénieurs. Ici, je suis invité en tant que quelqu'un qui s'y connaît un peu dans la blockchain, mais Sirdissi, tu as 8 minutes, pas plus. Alors, je me suis dit, je vais parler de la blockchain en 8 minutes, je vais lui tordre le cou. Alors, autant parler de quelque chose que, bien sûr, qui est en relation avec la technologie et la blockchain.
Allô. Et j'ai divisé mon intervention en 3 petits points. Et j'espère passer le message les 3 petits points. Alors, le premier point, c'est un message à tous les stakeholders qu'on traduit par partie prenante. J'aime pas franchement cette traduction, mais à tous ceux qui sont de loin ou de près, directement ou indirectement, touchés par la digitalisation. En fait, c'est quoi le but finalement? Pourquoi est-ce qu'on organise ce genre d'événements ou d'autres événements? C'est vrai que c'est la digitalisation, mais c'est quoi le but final? Le but final, c'est de faire plus de profits et avoir moins de dépenses. C'est la rentabilité en fin de compte. D'accord? Alors, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une certaine méconnaissance parfois où on amalgame la numérisation avec digitalisation et on a l'impression que... Non, la digitalisation, c'est pour être rentable, c'est pour être compétitive. Pour le Maroc, pour être compétitif au niveau international. Et le Maroc a plusieurs atouts, mais c'est la compétitivité qui nous fait défaut. Et alors justement, la digitalisation, c'est pour ça. Mon deuxième point, et là c'est un point qui est très important pour moi, parfois, il y a des choses qu'on se dit on est en retard, mais ça devient une aubaine pour nous. C'est vrai qu'on est en retard dans tout ce qui est digitalisation, mais personnellement, de par mon expérience, je trouve que ce retard nous est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis déjà en place des infrastructures et des structures pour la digitalisation avant l'avènement de la blockchain. Pourquoi je vous dis ça? Je vous assure, mesdames et messieurs, que toute chose qui parle de la digitalisation et qui est mise en place sans prendre en compte la blockchain, un jour ou l'autre, elle aura à être revue et remplacée. Prenez le cas de l'Estonie, qui est un précurseur, un leader, un pionnier de la digitalisation en Europe et dans le monde, depuis le début des années 2000, 2000-2001. Et ils ont surtout commencé par l'identité parce qu'ils savaient très bien que le point faible, le grand point faible de la digitalisation, c'est l'identité. D'accord ? Bien sûr qu'on a mis en place, on a trouvé beaucoup de solutions pour l'identité, mais il fallait toujours protéger. Ce que la blockchain a fait, c'est que vous avez une identité que vous n'avez plus besoin de protéger. Vous avez une identité dans le digital exactement comme celle qu'on a dans la vie réelle. Ça veut dire que vous transposez le monde réel vers le digital et là, vous allez pouvoir régler les problèmes qu'on vit chaque jour. Et l'Estonie, après une quinzaine d'années, ils ont compris que leur modèle, que leur façon de faire ne peut pas continuer comme ça et ils ont tout refait en se basant sur la blockchain. Donc, j'invite tout le monde à réfléchir à cette question. Et moi, je pense, d'après aussi mon expérience d'une dizaine d'années dans la blockchain, c'est que les décideurs, les top management, tout le monde a une mauvaise compréhension de ce qu'est la blockchain. Et c'est ce qui me ramène à mon troisième point. Vous savez qu'on dit qu'il y a un adage arabe qui dit « Al-insanu aduwwu ma yajhal », c'est-à-dire en français, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un manque énorme de formation et de transfert de connaissances. À aucun moment on a parlé de formation. À aucun moment on a parlé de transfert de connaissances. Et cette notion de blockchain, avant qu'elle soit traitée comme une technologie, c'est d'abord une façon de voir le monde, c'est une façon de procéder, c'est une philosophie finalement. Et une philosophie doit être comprise avant qu'elle soit appliquée. Et je vous assure, mesdames et messieurs, qu'elle n'est pas une technologie en premier lieu. C'est une façon... C'est une philosophie. Voilà, c'est une philosophie. Et moi, ça fait 10 ans que j'y suis et je n'ai pas encore bien saisi tous ces aspects. D'accord? Donc, j'insiste sur ce point du transfert de connaissances, de la formation, du top management au dernier utilisateur du digital. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sissemir. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui est dans la logique de ce panel. C'est en fait aujourd'hui, la technologie ne doit pas être prise uniquement sous la perspective et sous le prisme technologique, mais également par rapport à son usage. Et effectivement, la blockchain, c'est un vrai sujet de confiance, de distribution de la confiance, d'établissement de la confiance. Et on ne peut pas construire des écosystèmes si on n'a pas cette confiance. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, l'objectif, c'est vraiment d'aller de manière vraiment très pointue, chirurgicale, apporter éventuellement des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire
de manière concrète pour construire cet écosystème digital? Il y a eu la création du pôle, je crois qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander déjà au pôle? Puisque Mme Mansouri est là, donc on va en profiter. S'il y a des choses à demander au pôle pour aller de l'avant, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement créer cette logique d'écosystème? Et donc, je vais me tourner à ces Gemini, puisqu'ils ont cette expérience, pour lui poser cette question. Comment on peut vraiment apporter de la valeur à travers un écosystème en utilisant le digital? Très bien. D'abord, laissez-moi rappeler que le constat qu'on a fait sur les pays africains ou nos opérants, c'est que si en période de Covid, on a réalisé que pas mal de fermiers africains utilisaient la technologie pour se renseigner d'abord, pour avoir de l'info par rapport aux inputs, par rapport au prix des crops sur le marché, etc. Mais on est parfaitement conscient, et l'expérience qu'on a sur le terrain en Afrique nous le donne, c'est que malheureusement, pas tous les fermiers africains disposent de tablettes, d'ordinateurs ou de téléphones, ou même d'accès à Internet. C'est pourquoi l'enjeu étant aussi de réfléchir à un concept, ce que les spécialistes appellent digital, n'est-ce pas? Et l'idée aussi, ce qu'on a fait au Nigeria, on a déployé ce concept, c'est qu'on a développé on a accompagné une centaine d'agri-promoteurs qui font la jonction, qui font un peu le lien entre les maisons de fermiers que nous déployons partout en Nigeria, en Éthiopie, avec les fermiers qui sont difficilement accessibles. L'enjeu étant que l'agri-promoteur étant équipé en tablette, qu'il puisse approcher le fermier africain et puisse renseigner les datas et qu'il puisse un peu l'accompagner avec les conseils, etc. Les agri-promoteurs, bien entendu, on a eu l'occasion de former une centaine à l'université Aboubacar Tafawa Balewa, à l'université dans l'état de Bauchi, au nord de Nigeria, en partenariat avec l'université Mohamed VI Polytechnique. Et l'enjeu, juste pour rebondir par rapport à une des remarques, OCP a ce rôle en aval de l'écosystème, mais aussi en amont. L'enjeu récemment, on a eu l'occasion de travailler, et ça en parfait lien avec ce qui a été discuté dans le panel, le premier panel. On a développé un système, Geospatial Information System. Ce système qui est dédié aux décideurs, et le cas aujourd'hui dans une période post-Covid, dans une période impactée par la crise ukrainienne, où l'impact des prix des commodités il est très très fort sur les gouvernements. Et les gouvernements ont besoin de cet outil pour avoir une cartographie en temps réel par rapport aux points d'eau, par rapport aux parcelles cultivées, par rapport aux cultures cultivées, mais par rapport aussi aux prévisions des rendements de ce qui est cultivé. L'enjeu étant aujourd'hui, en écoutant les décideurs, c'est qu'il y a 4 enjeux: la productivité, la qualité, la transformation et la connexion aux chaînes de valeur mondiale. On veut produire plus, on veut produire mieux, on veut aussi transformer localement et créer de la valeur ajoutée localement, mais aussi on veut se connecter aux chaînes de valeur. Et à travers ce genre d'outils, ça donne une idée au gouvernement par rapport à ce genre de décision à prendre dans le futur. Merci beaucoup, C. Gemeli. Effectivement, les expériences terrain sont beaucoup plus parlantes. Donc, justement, quand on veut créer un écosystème, il faut créer un réseau de valeur. Et en fait, il faut que chaque partie prenante, si vous me passez le terme, chaque partie prenante, il trouve son compte. Moi, j'aimerais justement poser la question à Si Ferdows. Donc aujourd'hui, déjà, qu'est-ce que vous attendez d'un pôle comme le pôle digital? Bon, il y a eu le partenariat, c'est déjà une excellente chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qui est recommandé pour justement avoir cette logique d'écosystème? Merci de me poser la question. En fait, dans notre expérience chez ABBA, donc nous, on a à peu près un parc de 20 000 capteurs à l'échelle nationale, toutes spécialités confondues, hein, santé, industrie, agricole, etc. Et on a fait plus de 13 000 interventions sur ces territoires. On est capable d'intervenir en moins de 2 heures partout, etc. Donc on a vu qu'il y a un facteur clé de succès qui est la chaîne logistique. Si vous arrivez à encourager la digitalisation de la chaîne logistique, merci, vous allez réussir à connecter différents îlots de super performance, parce qu'on a des îlots d'hyper performance au Maroc dans différents domaines. Il y a certaines fois c'est l'amont qui est très fort, et certaines fois c'est l'aval, et certaines fois c'est le milieu, etc. Donc la première chose, c'est vraiment encourager ou mettre des aides directes vraiment à la digitalisation de la chaîne logistique. Ensuite, j'ai 3 autres facteurs. Le deuxième, c'est la mutualisation des équipements existants. On ne peut pas continuer de vouloir remplacer des générations anciennes d'équipements par des nouvelles générations.
parce que ça fait des investissements qui sont importants, ça décourage l'opérateur économique ou l'agriculteur, et ce n'est pas une bonne idée. L'idée, c'est que grâce à l'IoT, grâce au cloud IoT, on peut faire des plateformes qui mutualisent l'ensemble des équipements, qui sont de marques différentes, de générations différentes, etc. Je vous donne juste l'exemple de la chaîne du froid des produits thermosensibles du ministère de la Santé que nous gérons chez ABBA. Nous avons connecté 12 000 frigos de 150 marques différentes et des volumétries différentes, etc. Et donc, c'est tout à fait possible de travailler avec l'existant. Le troisième mot-clé, c'est la centralisation de la supervision. On ne peut pas continuer à avoir chacun un système d'irrigation intelligente dans son coin ou dans sa ferme ou dans son entreprise, et chacun regarde ses données sur son application mobile, mais la donnée, elle est hébergée au Canada ou je ne sais où, et on est incapable de... Enfin, mon application ne dialogue pas avec votre application, etc. Donc l'interopérabilité, l'intégration. Il faut l'interopérabilité et surtout centraliser la supervision. Quelqu'un a parlé, monsieur de Géomatique tout à l'heure a parlé des stations météo. C'est très important qu'on puisse recueillir toutes les datas agricoles. La météorologie aux États-Unis, vous savez que n'importe qui a une petite station amateur peut envoyer de la donnée déstructurée de mauvaise qualité et qui est quand même prise en compte dans les prévisions globales aux États-Unis. Donc il faut qu'on arrive au même principe. Le troisième élément, c'est vraiment d'appuyer sur la traçabilité de toutes les filières. C'est-à-dire que là, il ne faut pas simplement réfléchir amont agricole, mais il faut connecter tous les points, c'est-à-dire l'amont agricole, le transport des marchandises, la transformation, donc vraiment l'industrie 4.0 dans le domaine de l'agro-industrie. Ensuite, la distribution, la chaîne du froid dans la distribution vers l'export. Donc tout ça, ce sont des éléments hyper importants. Et on n'a même pas encore commencé à parler des barrières, j'allais dire non tarifaires, mais qui deviennent de plus en plus écologiques, à nos produits. Le contenu en eau de nos agrumes, le contenu en carbone des différents exports agricoles qu'on va commencer à faire, ça va poser le problème. Il va falloir être capable de connecter cette chaîne logistique pour mesurer à chaque étape et à chaque chaînon de la chaîne qu'est-ce qu'on a consommé exactement pour produire ce produit au total, et en cumul, qu'est-ce que ça donne, et est-ce qu'on est compétitif du point de vue écologique ou pas. Donc vraiment, ça c'est les... Et puis il y a un quatrième mot-clé, c'est l'agrégation. On a une agriculture qui est atomisée, pour l'essentiel, et donc il faut absolument mettre en place des systèmes d'agrégation, et donc là-dessus on attend le pôle aussi. Merci. Excellent, merci beaucoup, c'est très clair, très structuré. Alors je me tourne à Abdelali, et là en fait c'est... quand on parle de la Sonacos, c'est quand même plus de 90% des semences céréalières qui sont commercialisées par la Sonacos. Donc ça veut dire en fait, ça touche tous les producteurs céréaliers, ça touche justement toute la chaîne de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de recommandations pour la création de cet écosystème et l'usage du digital dans le cadre d'une filière, comme la filière céréalière, mais de manière globale dans le cadre des différentes filières agricoles? Je pense que le plus important, c'est le facteur humain. C'est ça, on peut pas, je le dis, je le suis. C'est la conduite du changement pour qu'il adopte à de la technologie. Le fait, aujourd'hui, c'est vrai, on fait 90% du marché, on a 400 points de vente, on doit suivre les bips, les signaux qui doivent remonter en temps réel, surtout une année comme celle qu'on vient de passer où le stock est un peu serré pour les semences. Je pense qu'il y a un gain énorme, mais j'ai toujours le souci d'elle. شنو غيربح الفلاح? What's in it for me? Parce que tous les utilisateurs se disent ça au fond. C'est bien, le concept est bon, etc. On sait, les gens qui sont dans l'IT, ils sont très bien placés, ils savent exactement quel est le potentiel. La chose qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment faire adopter graduellement les agriculteurs d'Ienna ou les sociétés d'Ienna ou les fonctionnaires d'Ienna, etc., pour qu'ils se sentent à l'aise, parce que demain, ce sont les employés d'Ienna Sonacos qui vont يهضروا مع الفلاح باش يجروه واحد un autre pas. Le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, après ça devient automatique. Tout à fait. Mais il faut faire très attention pour que les agriculteurs ديالنا ou les utilisateurs, كاين les agriculteurs اللي ما عندك ما تنصح فيهم راهم ما عارفوش. كاين ان دوزيام طونش في الهرم اللي غتهضر معاه مزيان غيفهمك. كاين ان تروازيام طونش اللي غتبع هذيك ما عندي. هذوك اللي on doit prendre le temps pour bien expliquer et leur dire voilà le potentiel,
actuel, réel, graduel ou radibé, parce que le temps joue de toute façon en notre faveur. On n'a pas le choix. Il y a un dernier point, c'est la question de la réglementation. Il faut que la réglementation suive. J'avais des contraintes, le premier paiement électronique qu'on avait fait, j'avais des contraintes parce que il va payer le téléphone dialogue. Oui, mais il a rébellé un téléphone, il a rébellé le paiement 3 jours après, chez moi, ça ne passe pas. Je sais que la réglementation pour que le paiement passe immédiatement pour que je puisse mais ce sont des choses où la réglementation doit suivre. Je vous remercie. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Seb Ali, pour ces éclairages. Alors, juste vis-à-vis de la salle, je crois que des fois, on pourrait croire que le producteur, que le fermier est souvent le dernier maillon d'une chaîne technologique et qui n'est pas nécessairement intéressé par la technologie. Finalement, quoi qu'il soit, qu'est-ce que je gagne? À partir du moment où il gagne quelque chose, il va adopter. Moi, j'ai vu un cas extraordinaire. C'était au Mali, et c'était en fait un éleveur qui est venu voir la banque, la BNDA, qui est en fait une banque de la place, mais qui est spécialisée dans l'agriculture, qui dit je veux dématérialiser le flux d'argent. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité, parce que quand il déplace le marché de Kati, qui est en fait le marché de l'élevage, les Bamako, il a ce problème. Donc lui, il a exprimé un besoin mais c'est la technologie qui peut répondre. Mais finalement, c'est cette valeur ajoutée qui est créée qui va permettre justement de développer des choses. Alors, toujours dans la même lignée, s'il vous plaît, on est vraiment dans la partie recommandation. Donc c'est très très important qu'on puisse justement relever toutes ces recommandations parce que je crois que ça vient d'experts et de gens de terrain. Si Samir, avant de passer à Madame Henry, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez dit sur la technologie, vous avez évoqué également le facteur humain, la formation. Qu'est-ce qu'on peut recommander pour justement renforcer cet écosystème? Qu'est-ce qu'on peut recommander au pôle, mais qu'est-ce qu'on peut faire de manière globale, chacun dans sa position, pour avoir un vrai écosystème et pour travailler ensemble? Alors, j'insiste, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quand quelque chose n'avance pas, c'est parce qu'il y a de la résistance. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est beau? Je disais, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quel que soit le système ou le continent, quand quelque chose n'avance pas, c'est parce qu'il y a une certaine résistance. Même la physique le prouve. Maintenant, moi, mon but dans ce que vous m'avez demandé, c'est, je sais qu'il y a de la résistance au Maroc dans tout ce qui est digitalisation. Comment l'enlever? Et moi, toujours, l'adage que j'ai dit tout à l'heure a toujours marché avec moi. Vous savez, quand je lis des projets de plusieurs millions de dollars, la première chose avec laquelle je commence, c'est la formation. Je ne commence aucun projet sans formation. Parce qu'il faudrait que les gens qui vont travailler avec moi, les gens qui vont recevoir, les gens qui vont tester tout ce bon monde, il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Moi, je recommande, et je suis très, c'est-à-dire, j'insiste sur ce point, il faut qu'il y ait un transfert de connaissances. En tout cas, en ce qui concerne la partie par laquelle je suis aujourd'hui ici, c'est-à-dire la blockchain et le Web 3. Vous allez poser ce qu'est la blockchain, ce qu'est le Web 3 sur cette salle, vous allez avoir autant de réponses que de personnes questionnées. Et ça, c'est malheureux. Parce que c'est l'avenir, qu'on le veuille ou pas. D'accord? Donc cette notion est très importante. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit Abdelali tout à l'heure. Ce que va gagner, on est dans l'agro-IT, qu'est-ce qui va gagner? Le transfert d'argent dont vous a parlé tout à l'heure. Si je vais utiliser quelques mots techniques, par exemple, le transfert d'argent, si on le fait de la façon, en le digitalisant, j'ai besoin d'une sécurité énorme. Sécurité informatique. Mais ce qui est magnifique, c'est que si j'utilise la blockchain et le Web 3, j'ai besoin d'une petite sécurité. Je vais utiliser un token, par exemple. Je ne vais pas utiliser des dirhams avec la Sonacos, par exemple. Et ça, c'est magnifique. Oui, j'ai peut-être le même résultat pour le Fillah, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? La notion de cybersécurité sur laquelle moi j'ai travaillé pendant des années a complètement changé grâce à la blockchain et au Web 3. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, d'abord, il faudrait montrer aux gens, voilà ce que vous allez gagner avec la formation, avec le transfert de connaissances. Et à partir de là, comme j'ai toujours dit à mes étudiants et aux gens qui participent à mes formations, quand vous ne voyez pas des problèmes partout, c'est que vous n'avez pas encore compris la blockchain. C'est comme dans le film Matrix. Quand vous prenez la pilule bleue, alors là, tout change pour vous. Et j'insiste sur ce point. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sissemir. Et en fait, je crois que tout ce que vous avez évoqué peut-être va être encore renforcé par Mme Henry. Il va nous parler notamment d'un projet, mais également des recommandations, comment on peut réussir justement des projets de digitalisation de la manière la plus optimale possible par rapport à vos expériences dans des projets africains et dans des projets de la région. Oui, tout à fait. Il est important effectivement que plusieurs acteurs collaborent dans un écosystème donné. On n'est pas, par exemple, nous, des pros de l'agriculture, loin de là. Donc on a besoin d'avoir des partenaires métiers et de prendre en compte tout l'écosystème. Et ce qui est très important, ce que j'essaie vraiment de mettre en œuvre dans les projets que je gère, c'est l'utilisateur final. Donc ça a été dit à plusieurs reprises, on est loin souvent du terrain nous-mêmes, et il est important d'avoir des actions de connaissance terrain pour faire une vraie conception centrée sur l'utilisateur final. Donc il y a des méthodes pour ça, des pratiques qu'on essaye de mettre en œuvre. Quand on parle par exemple de petits producteurs dans certains pays d'Afrique, de femmes agricultrices, on a besoin d'avoir des connaissances précises sur leur contexte, leurs contraintes, leur profil, leurs difficultés, leurs appétences, leurs équipements technologiques ou pas, leur niveau d'accès à la littérature, etc. Donc c'est toute une démarche qui... Alors si vous regardez sous mon nom sur le détail des intervenants, il y a écrit XD Lab, le X c'est pour experience, c'est la connaissance du terrain, l'expérience de l'utilisateur qu'on va essayer de travailler avant de parler de technologie. Et c'est ce qu'on essaie par exemple de mettre en œuvre au Maroc et dans plusieurs pays du Maghreb en ce moment. On démarre un projet, notamment avec l'INRA Maroc et l'université Sultan Moulay Slimane, voilà, pour mieux connaître les utilisateurs finaux qui peuvent être impliqués dans un projet qui s'appelle ResiLink, un projet de recherche qui veut travailler sur la résilience des petits producteurs en période de crise, qu'elle soit sanitaire comme celle qu'on a vécue avec le Covid, ou sécuritaire en cas de guerre, ou financière par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet qui va être abordé plus dans le panel suivant, mais c'est pour dire qu'avec plusieurs partenaires... Ça nous fait une belle transition. Voilà, des partenaires terrain, des partenaires avec des casquettes différentes, mais qui communiquent bien entre eux, on peut arriver à réussir ce type de projet. Excellent, excellent. Et en fait, moi, ce à quoi je crois, c'est que les paroles s'envolent et c'est les actions qui restent. Et je crois que ce qui est important au travers de ces panels, ce n'est pas uniquement de sortir qu'avec des recommandations, un livre blanc, mais probablement de sortir avec des actions concrètes. Je crois qu'il y a des possibilités de choses à faire entre le projet ResiLink et tout ce que fait Orange. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait avec les universitaires, avec l'INRA, avec les acteurs qui sont sur le terrain. Et je crois que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour le pôle. Également, ce qu'a évoqué c'est Ali et également Sijem Ali par rapport à toute la partie blockchain, je crois qu'il y a des choses qui peuvent sortir de ça. Et l'expérience qu'on a vécue avec l'Agro-IT Days, d'ailleurs je remercie les organisateurs, le ministère et notamment parce qu'en fait, il y a eu, depuis la première édition, on est sorti des Agro-IT Days avec des projets, avec des concrétisations. Et il y a eu des choses qui ont été faites avec le ministère, avec des startups, à travers justement cet échange qu'il y a eu dans l'Agro-IT Days. Je crois en quelque chose qui s'appelle la centrifugeuse des idées, des volontés et des projets. Et à la fin, on sort avec du vrai jus, avec de la vraie valeur. Alors, pour terminer en beauté, je me tourne à Mme Mansouri parce que je voulais justement qu'elle écoute un peu tout ça, parce que justement, c'est un acteur public qui est au cœur du renforcement de l'écosystème. Et donc, comment elle a entendu tout ça, mais également, qu'est-ce que attendrait le pôle des différents acteurs, les acteurs qui sont sur le panel, mais tous les acteurs qui sont présents, comment on peut réellement réussir cette transformation, comment on peut faire qu'ensemble, on construit l'agriculture digitale d'un Maroc de demain.
Merci, Mohsin. Et effectivement, j'ai écouté avec un grand intérêt l'ensemble des recommandations des panélistes et qui sont en phase avec le plan d'action du pôle qu'on propose d'entamer, Inch'Allah, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça marche. Juste de mon côté, ce n'est pas des recommandations, mais plutôt d'abord un mot sur ce plan d'action, parce qu'on s'est posé la question. On est dans la logique d'écosystème. Oui. Merci beaucoup, Samir. Merci, oui, c'est bon. Donc, c'est moi aussi, on s'est posé la question, en fait, comment rendre cette tâche, cette mission possible, comment travailler au sein d'un écosystème existant déjà et essayons de l'impulser, de le rendre cohésif, attractif et basé sur la technologie sobre, utile et axé sur une innovation de besoin, en réponse bien sûr aux besoins. Donc, dans notre plan d'action, il est déjà expliqué dans une brochure qui a été distribuée pour l'ensemble des participants, là où on explique notre champ d'attaque, les composantes métiers. On passe de la veille technologique qui est importante parce que nous sommes dans un monde où la technologie évolue d'une manière très accélérée. Il faut faire le suivi, donc de la veille technologique, de la RDI avec des TRL très avancés pour avoir de l'innovation sur le marché. Et après, c'est du business model de déploiement. Bien évidemment, tout ça, c'est grâce à l'écosystème interne du GIP et l'ensemble de l'écosystème. À côté de la RDI, des programmes qui couvrent depuis la data, donc l'infrastructure qui est très importante. Maintenant, il y a des initiatives qui sont en cours, qui sont fabuleuses. Il y a le registre national agricole, il y a le cadastre économique. Il faut en profiter. On veut travailler sur la data, sur la collecte de la data, selon le circuit 4.0 et sa normalisation aussi pour qu'on puisse par après mettre à disposition l'ensemble des acteurs. Il y a un autre chantier, c'est l'éducation au digital. Ce n'est pas uniquement la formation et le renforcement de capacités pour les cadres, mais c'est l'éducation. Déjà, les conventions qu'on vient de signer exposent un peu les actions bientôt à venir. L'action avec l'université de Euromed, c'est pour en fait un objectif ciblé sur le montage d'un module des bases de digital au profit de l'ensemble des structures de formation et de recherche du département de l'agriculture. Il y en a d'autres qui sont expliqués dans la brochure, mais très concrètement, comment on va travailler au sein de l'écosystème à travers 3 chantiers qui viennent d'être lancés et validés. Le premier chantier, c'est le réseau national des fermes digitales. C'est un réseau où on va implémenter l'ensemble des technologies d'époque, les projets démonstrateurs, les idées, et les ouvrir à l'ensemble des chercheurs, des entreprises, l'ouvrir à l'écosystème. C'est l'interface pôle qui va être attractive avec l'écosystème. L'objectif principal, c'est de faire tourner le circuit 4.0. On veut collecter la data à partir des capteurs, la mettre dans un cloud, apporter de l'intelligence artificielle et avoir un retour de data pour le dispatcher de conseils agricoles ou encore d'aide à la décision. Et à partir de ces données-là, on va travailler par après sur l'alimentation des grands modèles agrométéorologiques. Deuxième chantier, qui est aussi très important, c'est le réseau national collaboratif des stations météo. Au sein du département de l'agriculture, ça c'est un chantier qui est déjà lancé. On est en train d'inventorier l'ensemble des stations, de voir un peu leur modèle de fonctionnement sans état, pour après les compléter avec les stations virtuelles et encore une fois les mettre à disposition. Dernier chantier, c'est l'Observatoire national de sécheresse qu'on va lancer bientôt, qui va nous permettre de mieux se préparer à la sécheresse. L'ensemble des chantiers sont connectés, l'un servira de input et l'autre de output pour l'autre. On va commencer cette année, on va concrétiser l'ensemble des collaborations parce que le pôle, de sa mission et de sa vision, il croit à la co-création, au co-développement. Donc tout ça passe à partir de partenariats. On ne va pas aller from scratch, ni réinventer la roue. Là où il y a de la compétence, là où il y a de la technologie qui marche, on va la rechercher, on va la ramener, on va travailler avec. Un dernier mot, ce n'est pas une recommandation, mais c'est un appel à l'ensemble de l'écosystème des acteurs qui sont présents aujourd'hui avec nous. Merci de traverser le pôle par une idée, par un projet, par un besoin, par une expression. On est là pour vous et nous sommes convaincus qu'ensemble, on peut faire pas mal de choses. Merci.
Mansouri, ça me fait un excellent mot de la fin. Alors, comme les panélistes ont été très gentils avec moi, ils ont globalement respecté le temps et je crois qu'on est dans les temps, je vais quand même peut-être faire une petite exception si on peut avoir juste vraiment un mot de la fin en 30 secondes, en 15 secondes, comme vous voulez, mais très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire demain et comment on voit ce Maroc de demain. C'est Ali et on fait dans l'ordre. Ce que je voudrais vraiment dire à la digitalisation, je ne parle pas en tant qu'expert, loin de là. C'est une culture, très bien. C'est une façon de se comporter vis-à-vis d'elle. D'ailleurs, j'ai aimé ce qu'a dit Mme Mansouri, elle a parlé d'éducation plutôt que de formation. C'est l'éducation. C'est juste une autre façon de le dire. C'est vraiment très bien une culture. De toute façon, l'IRSNA, on doit asseoir les bonnes bases pour avoir une bonne digitalisation. Moi, dans mon cas, ce sont des bonnes bases de données qui sont fiables, normalisées, etc. Deuxièmement, c'est qu'il faut que l'utilisateur ait confiance. Parce qu'on ne peut pas avoir, il faut asseoir la confiance. Et ça se gagne avec le temps. On ne peut pas lui dire l'accès au petit chouillet de paiement. Ou bien on paye, ou bien c'est valable, ou bien ça ne passe pas. Et ça vient avec le temps. Mais il faut commencer petit. Moi, j'ai vécu l'expérience 2 ou 3 reprises de vivre des projets. Je sais que ça va dans ce sens, mais pas au passé. Et à partir d'un certain moment, là, ça roule. Sinon, les utilisateurs qui gèrent donc, éducation, confiance et aller progressivement. Si jamais l'Afrique peut faire confiance en l'Afrique. Tellement de choses qu'on peut partager au sud, mais tellement de choses aussi qu'on peut partager du sud vers le nord. L'occasion nous serait donnée à un moment donné de partager aussi avec vous autres ce que les startups au Kenya, au Nigeria, en agritech font. C'est juste incroyable. Je fais un clin d'œil à quelqu'un dans la salle, M. Faisal Safawi, avec qui on a lancé un Farming Innovation Programme, un programme pour sélectionner en Côte d'Ivoire plus d'une centaine de startups dans l'agriculture et dans l'agritech. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire était présent avec nous autres pour le lancement du programme et c'est un programme juste impressionnant. Je termine par un point, puisqu'on parle d'information, avec une initiative formidable. C'est le lancement du Farming Digital School. C'est un modèle sur le même modèle du 1337. Et on le sait dans les médias que le 1337 a gagné un prix, le troisième parmi les meilleurs codeurs au monde. Le Digital Farming School est une école qui va marier le digital et l'agriculture. Et la 2 approches pédagogiques, c'est le learning by farming et le peer learning. L'enjeu étant de donner aux jeunes un peu toutes les notions de base en agronomie, mais aussi en digital et en agritech. Un beau mariage en perspective. C'est Ferdows. Je dirais qu'il ne faut pas... En fait, on a parlé du fait qu'il faille mettre l'humain au centre de toute l'approche. Et je crois qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, qui est l'équité territoriale. C'est-à-dire que quand vous allez amener des services vétérinaires dans les endroits les plus reculés, vous gardez à l'esprit qu'au Maroc, il y a 1400 vétérinaires pour 30 millions de têtes de bétail. Même problème pour la santé et le capital humain. Hadl Fellah, qui a gagné une protection sociale. Donc ça veut dire qu'il a gagné du pouvoir d'achat quand il sera malade ou là quand il sera à la retraite. C'est vraiment de la relance économique par la demande et par le pouvoir d'achat. Mais à ce moment-là, il faut que la technologie elle prenne du sens pour lui. Donc il faut que cette technologie ne soit pas seulement dans la logique de rentabilité, de rendement dont on a parlé tout à l'heure, même si ça se rejoint, hein, quand je dis une bêtise, hein, mais une vache ou une chèvre, quand elle est en mauvaise santé, ses rendements sont décroissants et donc ça a un impact sur le niveau de vie du fla. Donc vraiment, l'aspect équité territoriale, amener le service jusqu'aux endroits les plus reculés, je pense que ça va être un facteur d'acceptation qui sera très important. Effectivement. Et Madame Henry, un mot de la fin. Oui, je dirais il faut faire attention de ne pas faire du digital pour du digital. Encore une fois, vraiment mettre l'humain au centre, se souvenir qu'on travaille pour répondre à des besoins, pas pour imposer une application ou un service, mais vraiment pour répondre à un besoin, aider des personnes. Donc travailler en conception centrée sur les utilisateurs finaux, co-construire avec eux, ne pas arriver avec quelque chose qu'on veut absolument plaquer, bien connaître les habitudes des petits producteurs notamment, pour lesquels on peut travailler.
Merci beaucoup. Si Samir. Alors, il y a des mots, pas un mot, où la fin, il n'y a pas de fin. Tant que c'est dans 30 Oui, secondes, oui, aucune végétal, il y a mouche. pas de- Moi, je vais choisir un mot qui m'a toujours, c'est-à-dire avec lequel j'ai toujours vécu, que ce soit ici ou là ailleurs, c'est le mot partager. C'est Moussalia tout à l'heure y a insisté, mais moi, je l'ai vécu d'une autre manière. C'est le mot partager, par exemple, dans le domaine open source. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'open source, mais le mot partage a fait qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Toute la blockchain, tout ce qui tourne autour de la blockchain, il y a un écosystème incroyable derrière la blockchain est open source. Tous les serveurs Linux que vous avez dans vos salles machines, c'est de l'open source. Et ça, c'est du partage. Et ce partage-là nous a donné ce qu'on a maintenant. Tout ce que vous voyez qui vous entoure dans les IoT, c'est de l'open source. Alors, Moussali a parlé de partage de données, et c'est ça ce qu'il faut instaurer chez nous, parce qu'on n'a pas cette culture, pour la simple raison qu'il n'y a pas de confiance. Et là, le cercle se ferme. La blockchain permet justement cette confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, si Samir. Je ne sais pas, Madame Soare, est-ce que vous voulez commenter? Alors, merci beaucoup. Alors, encore une fois, très rapidement, on a parlé d'écosystème. Il faut dépasser les écosystèmes vers les écosystèmes. Pour construire un écosystème, il y a un ensemble d'ingrédients. La confiance, le partage, il faut travailler ensemble. L'éducation qui est au centre, parce que le digital, c'est d'abord un mindset, faire la technologie, mais pour un usage, cibler un besoin et avoir l'utilisateur qui est au centre. Je crois que c'est des messages qui sont assez forts. Je remercie encore une fois les panélistes. Sous vos applaudissements, je leur demande de prendre une photo commune avant de céder la scène au troisième panel. Donc une photo de groupe. Sous vos applaudissements, encore une fois, si vous le permettez. Vous êtes si généreux.